Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Au Burkina Faso, le colonel-major David Cabré prend les commandes de l'armée. Il aura à cœur de ramener de l'ordre dans les rangs et surtout d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Nous irons en Côte d'Ivoire où les répercussions des sanctions de la CEDEAO sur le Mali se font déjà sentir sur les chauffeurs de gros camions à la zone portuaire d'Abidjan. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine pourraient affecter le secteur énergétique en Europe. Le danger est bien réel et les pays européens craignent le pire. En sport, on n'a pas fini de parler de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Joueurs et membres de la délégation ont été reçus hier par le président Macky Sall et ils ne sont pas sortis de la présidence les mains vides. Yacouba Ouedraogo nous en dira davantage dans ce journal. Au Burkina Faso, donc, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le colonel-major David Cabré, a promis un nouveau souffle dans la lutte contre le terrorisme. C'était lors d'une cérémonie de prise de commandement intervenue ce mercredi. Le colonel Cabré, ancien ministre des Sports, a été nommé le 4 février en remplacement du général Gilbert Ouedraogo, dont le départ avait été réclamé par les soldats lors de la mutinerie du 23 janvier qui a abouti à un coup d'État le lendemain. M. Cabré a souligné que sa prise de commandement intervient dans un contexte sécuritaire fortement dégradé, marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs zones du pays. Il a affirmé n'avoir aucune autre option que la réussite dans la restauration de l'intégrité du territoire. Et pour approfondir sur cette actualité, retrouvons tout de suite à Paris l'analyste politique Maxence Sommet. Monsieur Sommet, bonsoir. Bonsoir. Le colonel-major David Cabré a donc pris les commandements de l'armée au Burkina Faso. Déjà, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Et quels sont ses atouts à ce poste, à votre avis? Déjà, le fait qu'il soit très peu connu du grand public, mis à part dans l'armée, dans le monde du sport et dans les armées, la diplomatie sous-régionale, c'est déjà gage de sérieux et de professionnalisme. Et ça veut dire déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour certaines, pour d'autres choses que ce qui est censé être son métier. C'est déjà une bonne chose, parce qu'on suppose que donc c'est quelqu'un de la politique. Tout à fait. Alors, le colonel-major David Cabré souligne dans sa prise de commandement qu'elle intervient dans un contexte sécuritaire fortement dégradé, marqué par la recrudescence, on le disait, des attaques terroristes au Burkina Faso. Qu'est-ce que son arrivée à la tête de l'armée peut changer dans cette lutte contre le terrorisme? Mais en fait, il faut connaître un peu son CV. C'est quelqu'un qui est intervenu dans plusieurs zones de conflit. Ou en cours de reconstruction en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Il connaît très bien ces sujets-là. C'est quelqu'un qui est très, très connu aussi dans le monde du sport et vous connaissez très bien les valeurs que véhicule le sport. Et j'ai confiance en lui. Je pense que c'est un homme d'expérience, un peu plus âgé que la moyenne des militaires qui sont derrière ces postes-là, mais ayant de très bonnes relations avec eux. Voilà, donc je pense qu'il a de vrais atouts. Alors, l'armée sous l'ère Cabré a eu beaucoup de problèmes, dysfonctionnements, manque d'équipement et parfois même démotivation. Que faudra-t-il faire dans l'urgence pour rassurer à la fois les troupes et les populations? La même chose que ce que j'avais suggéré vainement au président Cabré. Vous savez, une guerre, ça se gagne sur deux choses. Que l'arrière soit en bon ordre, que le moral des troupes soit bon et que les hommes aient une bonne raison de se battre et de risquer leur vie pour le pays. Donc, il faut s'occuper des familles des soldats, notamment ceux qui sont décédés. Il faut bien soigner les troupes au front. Et au niveau de l'équipement, on est parti de très loin.
mais un rattrapage important a été fait. Aujourd'hui, il manque juste un peu plus de moyens aériens. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'armée burkinabé manque de matériel pour se battre. Personne ne me fera croire que les groupes djihadistes sont mieux équipés que nos troupes. Ce n'est pas vrai. Maxen Sommet, je vous remercie. On suivra dans de près cette actualité au Burkina Faso. D'ailleurs, on reste au Burkina Faso pour parler d'une autre actualité, procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. L'accusation veut une lourde peine pour l'ancien président Blaise Compaoré. À la sortie du tribunal de Ouagadougou, les avocats de la partie civile ont partagé leur réaction. Même si l'avocat de la famille Sankara s'est dit en partie d'accord avec le parquet, la veuve de Sankara regrette tout de même certaines demandes d'acquittement et de sursis. Le point avec Dili Diko. 30 ans de prison ferme ont été requis mardi contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. On est en partie d'accord avec le parquet, notamment pour ce qui concerne certains accusés comme Blaise Compaoré, Gilbert Guéguéré, Palombory Jean-Pierre, sur déjà même le principe de l'accusation. Alors là où ça nous pose problème, c'est sur le quantum des peines, même si on est partie civile. C'est vrai que la partie civile, ce n'est pas le quantum de la peine qui est son problème, mais nous estimons qu'il y a quand même, au regard de l'implication d'un accusé comme Palm Jean-Pierre, on trouve que demander de louer une peine de 11 ans assortie du sursis. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, déplore le sursis accordé au colonel Jean-Pierre. Moi, ce que je déplore, c'est concernant Jean-Pierre Palm, quand même, avec le sursis. Je ne sais pas, j'espère que le tribunal va peut-être corriger parce que, quand même, il y a eu beaucoup d'éléments, quand même, qui montrent sa culpabilité. L'avocate de la partie civile, Anta Guissé, a fait écho aux propos de la veuve de Thomas Sankara. Les réquisitions à l'écart de Jean-Pierre Palm sont absolument incompréhensibles du côté et des avocats et des familles qui sont sous le choc, je dois vous le dire. 11 ans, quand on dit 11 ans, c'est quand même une peine importante. On a reconnu sa complicité pour l'attentat à la sûreté de l'État qui supposait la mort de ces 13 personnes au Conseil de l'Entente et qu'aujourd'hui on nous dise que Jean-Pierre Palm doit avoir du sursis, c'est la réquisition du parquet militaire, c'est incompréhensible. Plusieurs peines d'emprisonnement ferme de 3 à 20 ans ont également été requises. La défense considère que les réquisitions sont très lourdes pour certains accusés. Si vous vous souvenez un peu, M. Ouedraogo Thibault n'a fait dans un premier temps qu'exécuter des ordres et ensuite il a tout fait pour qu'il n'y ait aucune violence, aucune effusion de sang. Il a aussi fait 2 ans emprisonné, enchaîné. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de clémence en ce qui le concerne. C'est ce que nous attendions raisonnablement et nous sommes vraiment heureux que le parquet ait été dans notre sens. Il reste maintenant les plaidoiries pour essayer de consolider tout ça parce que la décision finale revient au tribunal. À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu mardi jusqu'au 1er mars. Tout à côté du Burkina Faso, faisons une escale en Côte d'Ivoire, notamment dans la zone portuaire d'Abidjan, où plusieurs dizaines de poids lourds maliens sont en attente avec leur chargement pour certains et vide pour d'autres. Les activités ici sont à l'arrêt depuis la décision de la CEDEAO il y a un mois de sanctionner le Mali. Alain Amonchi nous en dit plus dans ce reportage réalisé à Abidjan. L'imposition des sanctions de la CEDEAO suite au refus de la junte malienne d'organiser des élections sans délai a mis à mal de nombreux opérateurs économiques qui misent beaucoup sur les échanges avec le Mali. Ici, au port d'Abidjan, l'impact de ces mesures est visible. Pour Konevati, président de la Confédération des syndicats de conducteurs routiers et transporteurs d'Afrique de l'Ouest, il y a urgence à faire cesser cette situation qui ne touche pas seulement le Mali, mais l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'était 250 camions par jour. Mais aujourd'hui, on n'a même pas 50 camions par jour.
au port, quand les marchandises maliens atteignent 200 000 tonnes, le Mali transporte 2 tiers, la Côte d'Ivoire transporte 1 tiers. Je parle de 1 tiers de la Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas transporter maintenant. Le port autonome d'Abidjan reçoit une grande partie du fret en direction du Mali. Ahmed Doumbia de la coordination ivoirienne de la CESCRAO souligne comment cette situation affecte les conducteurs routiers et la trésorerie des opérateurs économiques. C'est vrai que les autorités ont donné des exceptions sur les produits tels que le riz, la farine, le lait, etc. Mais la réalité est tout autre puisque les transactions sont interdites entre le Mali et les autres pays membres de la CEDEAO. Ce qui rend difficile le paiement des commandes. Et donc cela est préjudiciable sur tous les pays. La Côte d'Ivoire, avec le port de San Pedro et le port d'Abidjan, ne sont pas donc compétitifs. Dans le quartier populaire d'Adjamé, grand centre commercial d'Abidjan, plusieurs compagnies de transport international ont les bases. Les gares sont vides et les patrons peinent face aux sacrifices de fonctionnement. Diabagaté Mamadou, comptable à la Sama Transport, s'inquiète. Franchement, c'est difficile parce que nous sommes directement impactés parce que nous transportons des passagers d'Abidjan à Sikasso, là où on se retrouvait peut-être à 10-5 cas. Aujourd'hui, on a 1-2 cas. Pour dire qu'on essaie de se maintenir, sinon c'est vraiment pas facile. Dans 2-3 mois, ça va vraiment être compliqué. À côté de Dakar, Abidjan est le principal port desservant le Mali. Un pays enclavé qui ne peut que compter sur le port de la sous-région pour s'approvisionner. Avec la fermeture des frontières et la suppression des transactions financières, c'est une activité commerciale florissante qui est mise à mal et qui ne profite pas à l'ensemble de la communauté ouest-africaine. La Cour internationale de justice vient d'ordonner à l'Ouganda de payer 325 millions de dollars à la RDC, une somme en deçà des plus de 11 milliards de dollars que réclamait Kinshasa. C'est en guise de réparation pour l'invasion de l'Est congolais lors de la guerre de 1998-2003. La RDC, où la présidence affirme par ailleurs à propos de l'arrestation samedi de son conseiller à la sécurité, François Beya, que les enquêteurs ont des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les autorités n'avaient jusqu'ici livré aucune information sur l'interpellation surprise du conseiller spécial en matière de sécurité entendu depuis samedi dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Suivant cette déclaration de Tarsis Kasongo Mwema, porte-parole de la présidence. Le tribunal fixe le montant total de l'indemnisation accordée à la RDC qui s'élève à 325 millions de dollars américains. Cette somme globale comprend 225 millions de dollars américains pour les dommages aux personnes, 40 millions de dollars américains pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars américains pour les dommages liés aux ressources naturelles. Avec les tensions qui s'intensifient entre la Russie et l'Ukraine, les pays européens craignent que le flux de gaz en provenance de Russie ne soit affecté. Oksana Betrantenko examine comment les actions de la Russie contre l'Ukraine pourraient affecter le secteur énergétique européen. Un récit de Ginny Kapumbu-Villa. Environ 40% du gaz naturel fourni à des pays européens comme la France, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie proviennent de Russie. Les puissances occidentales craignent que la Russie ne crée un prétexte pour perturber le flux de gaz vers l'Europe via l'Ukraine. Ce à quoi je m'attends, ce serait des incidents locaux, peut-être une attaque contre le pipeline ukrainien, c'est très probable, et cela donnerait également à la Russie un prétexte pour se dégager du contrat à long terme, le contrat de transmission qui est en place. Les États-Unis ont allégué que la Russie avait un plan pour organiser une attaque et l'utiliser comme raison d'envahir l'Ukraine. La Russie a fermement démenti l'accusation. Des experts soupçonnent la Russie de vouloir utiliser son approvisionnement énergétique comme levier pour diviser l'Europe. Ils soulignent le désaccord en Europe sur le gazoduc russe Nord Stream 2 qui va de la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique.
Les Russes utilisent clairement cela, sans aucun doute, comme une arme politique pour menacer l'Europe et surtout menacer les pays qui, selon eux, pourraient jouer un rôle dans l'approbation du Nord Stream 2. Ainsi, l'objectif ultime de la Russie est d'amener l'Union européenne à modifier ses règles antitrust pour permettre à la Russie non seulement de fournir le gaz, mais aussi de posséder les gazoducs et le type de pression et la quantité de gaz qui passe par ces gazoducs. Le projet est terminé, mais doit encore obtenir l'approbation des régulateurs en Allemagne et dans l'Union européenne. Deborah Kagan, ancienne sous-secrétaire d'État adjointe américaine, affirme que la stratégie de la Russie est claire. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très solides et claires avec nos alliés allemands. Et je veux être claire avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Afin d'aider l'Europe à faire face à une éventuelle crise du gaz, les États-Unis ont approché le Qatar et d'autres États producteurs d'énergie pour fournir du gaz à l'Europe si la Russie coupait sa distribution. L'Agence internationale de l'énergie indique que les exportations américaines de gaz naturel liquéfié, ou GNL, vers l'Europe au cours du dernier trimestre de 2021 ont bondi de 40% par rapport aux totaux de l'année précédente. Mais les experts disent que cela ne pourra pas compenser complètement la perte de GNL russe à court terme. En janvier, les importations de GNL en Europe ont atteint des niveaux presque records et la moitié d'entre elles provenaient en fait des États-Unis. Il y a donc eu beaucoup de GNL américains arrivant en Europe. Deborah Kagan estime toutefois qu'une rupture des approvisionnements russes n'affecterait pas seulement l'Europe directement, mais aussi les États-Unis. De leur côté, les pays européens affirment qu'ils continueront à rechercher des sources d'énergie alternatives pour remplacer leur dépendance au gaz russe. Ici aux États-Unis, Mitch McConnell, le chef de la minorité, autant pour moi au Sénat, a qualifié mardi d'insurrection violente l'attaque du Capitole survenue l'année dernière. Il est également revenu sur la censure par le Comité national républicain des républicains Liz Cheney et Adam Kinzinger, qui sont membres de la commission parlementaire du 6 janvier. Suivons un extrait de la déclaration de Mitch McConnell. Let me give you my view of what happened January the 6th. We're all Laissez-moi vous donner mon point de vue sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Nous étions là, nous avons vu ce qui s'est passé. Il s'agissait d'une insurrection violente dans le but d'essayer d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir d'une administration à l'autre après une élection légitimement certifiée. Et c'est ce que c'était. En ce qui concerne la suggestion selon laquelle le Congrès du parti devrait être chargé de choisir les républicains qu'il convient de soutenir, le point de vue traditionnel des comités nationaux des partis est que nous soutenons tous les membres de notre parti, et quelle que soit leur position sur certaines questions. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. Vous êtes sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Au Nigeria, de nombreuses femmes victimes d'agressions sexuelles tentent de briser le silence grâce à une émission de radio. Le programme met en lumière les cas de violence basés sur le genre et veut faire tomber les barrières culturelles conservatrices. De Jos, le reportage de Timothy Obiezu, le récit est signé Jacques Aristide.
Fatima n'est pas son vrai nom. Le visage caché, elle témoigne sous le couvert de l'anonymat. Fatima dit qu'elle a été violée. C'était en avril 2020. Elle rentrait chez elle après la prière du soir quand elle a été assaillie et agressée par 2 hommes armés. Ils avaient un pistolet pointé à ma tête et un couteau à ma gorge pour me forcer à entrer dans un bâtiment. Ils m'ont violée et ils le faisaient à tour de rôle, tout en me poignardant pendant l'acte. Les violeurs menacent de la tuer si elle en parle. Tétanisée par la peur, Fatima demeure muette en effet. Un jeudi soir toutefois, elle tombe sur une émission de radio où des victimes de violences sexuelles et sexistes viennent raconter leurs cauchemars. C'est un programme très écouté dans l'état nigérian du plateau de Jos. Fatima décide finalement de rompre le silence. J'ai besoin de votre aide pour faire avancer l'affaire. L'émission s'intitule Silent Voices, diffusée par la radio locale JFM. Elle est animée par Nandji Nandang. Le programme, dit-elle, atteint environ 100 000 auditeurs chaque semaine. When they are telling me their problem, they feel like this is a safe space. Quand elles me font part de ce qu'elles ont subi, elles donnent l'impression que cette émission est un espace sûr pour elles. Parfois, je ne peux pas cacher mes émotions. Des fois, je reste figée, car vous vous demandez si ce sont bien des êtres humains qui commettent de telles horreurs. Ils se comportent comme des monstres et c'est très perturbant. And it's really disturbing. Nandji Nandang a le soutien de la Fédération internationale des femmes juristes. L'organisation à but non lucratif offre des consultations gratuites aux victimes qui interviennent dans l'émission. Pour Mary Isam de cette ONG, il n'est pas facile d'obtenir justice. Il y a tellement de goulots d'étranglement, lesquels font traîner les choses. Mais notre participation nous apporte beaucoup de percées. Il y a des cas qui sont signalés à la police, mais qui ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Mais dès que les gens font appel à nous, ou dès que nous passons à l'antenne, la police accélère le processus. Partagez avec moi, racontez-moi le problème de violences sexuelles et sexistes que vous avez subi. Bien que les violeurs de Fatima n'aient pas encore été condamnés, la Fédération internationale des femmes juristes dit suivre l'affaire. Quant au programme Silent Voices, il continue de donner la parole aux victimes. C'est mercredi et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour sa chronique sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Les champions d'Afrique ont été récompensés par leur pays. Le président Macky Sall a reçu hier les Lions de la Teranga au palais présidentiel. Il leur a témoigné la reconnaissance de la nation tout entière pour leur victoire finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez. Comme Sadio Mané, plus de 60 membres de l'expédition sénégalaise au Cameroun ont été décorés dans l'ordre national du Lion par le président Macky Sall. Ceux qui avaient déjà été distingués par le passé y ont été élevés en grade. Joueurs et membres de la délégation recevront en plus une prime de 50 millions de francs CFA chacun, un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 500 mètres carrés dans la ville nouvelle de Diamniadio. Devant plusieurs milliers de personnes, le chef de l'État a exprimé combien l'équipe du capitaine Kalidou Koulibaly a comblé l'attente d'une nation et mis fin à la frustration de générations entières. Vous nous avez rendus fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux 4 coins de la planète. Vous avez honoré la nation. En retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs. Sadio Mané, gratifié avec l'entraîneur Aliou Cissé des louanges particulières du président, a fait chavirer tout un pays de bonheur dimanche en inscrivant le tir au but décisif contre l'Égypte en finale de la CAN. De retour au pays lundi, les Lions de la Teranga ont été accueillis par une véritable marée humaine dans les rues de Dakar. Désormais, à la place du cœur, nous avons tous une carte du Sénégal estampillée, un peuple, un but, une foi. Et bien sûr,
une étoile trônant au-dessus de celle de champion d'Afrique. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ceci était notre slogan tout au long de la compétition. Le Sénégal, premier du continent au classement FIFA et grand fournisseur de talents à l'étranger, rêve d'autres lendemains glorieux. Macky Sall a le regard tourné désormais vers le Mondial 2022 au Qatar à la fin de l'année. S'adressant au coach Cissé, il a lancé « Aliou, je ne vous demande pas de gagner la Coupe du Monde, mais une place en demi-finale. Le Sénégal devra d'abord se qualifier. Cela passera par un barrage fin mars, encore contre l'Égypte. » Accueille également au Burkina Faso le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu hier les étalons au palais présidentiel après leur 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations. Après un beau parcours stoppé en demi-finale par le Sénégal justement, les Burkinabés ont déçu un match de classement se faisant rattraper au score par le Cameroun 3-3 avant de s'incliner au tir au but alors qu'ils menaient 3-0 jusqu'à la 70e minute. Le chef de l'État a invité les joueurs à travailler davantage. On subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous, c'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. On apprend beaucoup de cette CAN, on sort grandi de cette CAN. On doit prendre voilà, toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. Et cette info pour finir, les 9e Jeux de la francophonie initialement prévus cette année en République démocratique du Congo sont reportés à 2023, annonce l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC, désignée en 2019, devait organiser ces Jeux en 2021 avant que la pandémie n'oblige à un report à 2022 puis désormais à 2023, selon la recommandation de l'organisation. La précédente édition, tenue en Côte d'Ivoire en 2017, avait réuni pendant 10 jours près de 3500 participants, dont 2500 jeunes athlètes et artistes venus de 53 pays. L'OIF a par ailleurs suspendu le Burkina Faso des instances de la francophonie après le coup d'État militaire du 24 janvier. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Rendez-vous près, Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, dans la Voix de l'Amérique, Puto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.